Est-ce que vous êtes déjà allé dans un parc le soir? Cette histoire nous vient de Sébastien, et quand il avait vers 7 ans, il a décidé d'aller dans le parc de son quartier vers 20 h. Il était chez sa cousine Anna, et il avait prévu de dormir là-bas. Mais ils se sont vite ennuyés, et ils ont demandé à sa tante si elle pouvait les emmener dans le parc. La tante a accepté, en leur disant que ça ferait aussi une promenade pour le chien de la famille, un caniche marron appelé Coco. Donc ils ont mis à Coco son harnais, ont pris sa laisse, et ils sont partis. La tante leur a proposé d'acheter des petits snacks dans une supérette pas loin, et les deux enfants ont accepté. Ils ont acheté de quoi boire et grignoter, et ont poursuivi leur chemin vers le parc. Une fois arrivés sur place, Sébastien et sa cousine sont partis en courant vers l'aire de jeu. Ils ont joué avec les machines de sport qui se trouvaient là. La tante s'est assise, laissant Coco avec les enfants qui s'amusaient comme des petits fous à se poursuivre avec le chien. Mais en plein pendant leur jeu, ils ont tous les deux remarqué un homme d'âge moyen, chauve et à l'air étrange, qui faisait des va-et-vient en parlant au téléphone. Ils pouvaient clairement voir qu'il se comportait bizarrement. L'homme a remarqué que les enfants l'observaient, et il leur a fait un sourire très glauque. Il y avait aussi une vieille voiture grise qui a attiré leur attention, de laquelle une femme dans la trentaine est sortie peu de temps après. L'homme et la femme se sont croisés du regard, puis les deux sont remontés dans la voiture, avant d'en ressortir tenant un sac à dos et un sac de sport. Les deux enfants ne comprenaient pas trop ce qui se passait, mais ils ont décidé d'ignorer la scène et d'aller à l'aire de jeu. C'était la pire décision qu'ils aient prise ce soir-là. Anna est partie sur le toboggan, pendant que Sébastien se suspendait au bar. Ils s'amusaient bien à faire le tour des attractions, et n'ont pas senti le temps passer du tout. Ils jouaient depuis tellement longtemps que la tante s'était assoupie sur un banc, et Coco était allongé par terre. Sébastien a commencé à sentir la fatigue le gagner. Alors il a prévenu Anna qu'il allait arrêter pendant un moment pour souffler et grignoter quelque chose. Il lui a demandé si elle voulait venir, mais elle a refusé, donc Sébastien est parti seul. Alors qu'il était assis un peu plus loin, il pouvait voir Anna jouer. Et c'est là qu'il a vu que la femme qui était dans la voiture était apparue juste derrière elle. Mais Anna ne l'avait pas remarqué. Sébastien s'est dépêché de réveiller sa tante et lui a dit ce qui se passait. Elle a appelé Anna quand elle a vu la femme à son tour. Mais ce n'était pas tout. L'homme du début était caché sous le toboggan, comme s'il attendait qu'Anna descende. Anna a réussi à les rejoindre sans incident, et ils se sont dépêchés de ramasser toutes leurs affaires, récupérer Coco et rentrer chez eux. Sur le chemin, ils ont constaté que le couple les suivait, et la tante a décidé de prendre plusieurs chemins détournés pour les semer. Dès qu'ils ont réussi à rentrer chez eux, Sébastien a appelé sa mère pour lui parler de ce qu'il venait de vivre, et sa mère a immédiatement été alarmée. Elle a appelé la police, et quand ils sont arrivés, ils leur ont révélé une réalité choquante. Il y avait un couple de trafiquants de personnes recherchés, qui correspondait exactement à celui qu'ils avaient vu. Ils avaient une voiture grise, et leur description physique était identique. Sébastien et Anna étaient tellement effrayés que sa mère est venue tous les récupérer, pour qu'ils restent chez elle le temps que cette affaire soit traitée. Sébastien n'avait aucune idée de ce que ces personnes voulaient leur faire, ni ce qu'il y avait dans les sacs qu'ils portaient. Mais il a appris une leçon très précieuse de sa mère après cela. Elle lui a dit qu'il devait toujours être conscient de son entourage, et des gens près de lui. Des années plus tard, et il repense toujours à ce qui aurait pu leur arriver s'il n'avait pas décidé d'arrêter de jouer, et donc pas remarqué la femme. Il a aujourd'hui 12 ans, et il a appris à faire la part des choses, parce qu'il va toujours dans les parcs pour promener son chien, Charlie. Et même si cette expérience l'avait vraiment choqué, il était reconnaissant que rien de grave ne soit arrivé, et qu'il ait appris une bonne leçon. Il ne va plus dans les parcs le soir, ou du moins, pas seul, et il s'assure que l'adulte avec lui est bien réveillé et alerte. Cette histoire est arrivée à Lucien il y a à peine 3 semaines. Il y repense très souvent depuis, et sans aucun doute, sa patiente et lui avaient failli finir victime d'un prédateur. Lucien travaille en tant qu'agent social, spécialisé dans l'abus de substances et de troubles comportementaux, qui soient dus à une maladie mentale ou à des retards de développement. Son rôle principal est d'accompagner ses patients pour qu'ils vivent dans les meilleures conditions. Une chose qu'il doit vérifier est si les participants sont capables d'atteindre leurs propres objectifs personnels qui s'étaient fixés pour cette année-là, de la même manière qu'un conseiller à l'école. Une de ses patientes avait comme objectif de marcher davantage, au moins 2 km 3 fois par semaine. Donc quand il lui rendait visite pendant ses tournées, la marche et l'activité physique étaient ce qu'il devait contrôler. Un jour, elle lui a proposé de l'accompagner, et les a menés sur un sentier de randonnée à proximité. La patiente, que nous allons appeler Lisa, avait le même âge que le sien, dans la quarantaine. Alors qu'ils avançaient sur le sentier,
Ils ont atteint un endroit qui était beaucoup plus isolé. Ils n'étaient plus sur le sentier qui faisait le tour du quartier et qui était très fréquenté. Ils étaient désormais sur un sentier qui les menait dans des bois à travers un champ de coton. Lisa et Lucien étaient en train de marcher en discutant, lorsque Lisa s'est soudainement arrêtée. Lucien lui a jeté un regard interrogatif, et elle a juste dit « J'ai un mauvais pressentiment. J'ai un énorme pressentiment que quelqu'un est en train de nous observer. » Sachant qu'elle souffrait d'un retard de développement, Lucien était plus inquiet pour sa sécurité à elle que pour la sienne. De plus, elle était sous sa responsabilité. Il devait la calmer et la protéger. En entendant des feuilles craquer, il a regardé derrière eux. Et en effet, un homme qui semblait avoir la trentaine était sorti des bois et s'avançait lentement vers eux. Il n'y avait personne d'autre autour, et avec son attitude très louche et suspecte, Lucien a immédiatement su que cet homme ne leur voulait pas du bien. Il a dit à Lisa de continuer à marcher. Il la laissé prendre de l'avance, tandis qu'il restait en arrière, entre elle et l'homme. Il s'est complètement retourné pour faire face à l'homme, et l'a fixé du regard. Il l'a regardé fixement sans dire un mot, et l'homme n'a rien dit non plus. Mais dès que leurs regards se sont croisés, il s'est arrêté net, comme s'il venait à peine de réaliser qu'il avait été repéré. Lucien continuait de le fixer, puis s'est lentement mis à reculer vers Lisa, pour que l'homme louche comprenne qu'il n'allait pas le quitter des yeux. Au même moment, Lisa s'est retournée pour voir où ils en étaient, et l'homme en a profité pour disparaître aussi vite qu'il était apparu, retournant dans les bois. Si l'homme voulait simplement faire une randonnée dans la nature comme eux, pourquoi s'était-il arrêté quand Lucien l'a fixé? Pourquoi n'avait-il pas juste continué à avancer comme n'importe quelle personne normale? Il était évident pour Lucien que cet homme était en train d'attendre ses futures victimes, qui auraient eu la malchance de s'aventurer sur ce sentier désert. Le fait qu'il ait émergé des bois au moment où il l'avait fait indiquait clairement qu'il se cachait et attendait le bon moment. Lucien était convaincu que le mauvais pressentiment de sa patiente et sa perspicacité leur avaient sauvé la vie à tous les deux. Qui sait ce que cet homme avait cherché à leur faire? Henri est un policier. Il y avait un bâtiment abandonné dans les montagnes de son village. Et 4 jeunes hommes partis explorer ce bâtiment ont été signalés disparus récemment. Pire, Henri a entendu dire par son collègue plus âgé qu'il y avait déjà eu plusieurs personnes portées disparues dans ce bâtiment auparavant. Aucune preuve n'a été trouvée sur place. Henri a donc décidé d'aller mener sa propre enquête sur le lieu. Le bâtiment abandonné était sinistre dès le premier regard. Il y avait un petit temple à côté de lui, dans lequel Henri a rencontré un moine. Le moine lui a dit que le bâtiment était occupé par le diable lui-même et lui a recommandé de ne pas s'en approcher. Henri lui a ri au nez, parce qu'il ne croyait pas à ce genre de choses. Mais le moine avait un visage très solennel. Sans se laisser perturber, il a dit « Ne va jamais à l'intérieur du bâtiment. Mais si tu dois y aller, rappelle-toi d'une chose. Si tu entends quelque chose, tu dois partir immédiatement. Quand le diable ouvre la bouche, les portes de l'enfer s'ouvrent également. » Henri a répondu d'accord sans conviction, puis il est entré dans le bâtiment sans hésiter. Il a lentement regardé autour de lui, éclairant l'intérieur plongé dans le noir avec sa lampe. Soudainement, 2 yeux brillants dans le noir sont apparus. Lorsqu'il a dirigé sa lampe dans leur direction, Henri a vu un homme en train de ramper au sol comme un serpent. L'homme l'a regardé bizarrement et a marmonné quelque chose. Henri n'a pas pu comprendre ce qu'il disait. Il a pointé son pistolet sur lui et lui a demandé qui il était. Mais l'homme s'est enfui en marmonnant. Henri s'est lancé à sa poursuite, et soudainement, il s'est retrouvé dans des ténèbres totales. Une voix profonde et forte a retenti, disant « Mon maître dit qu'il est heureux que sa nourriture soit arrivée. » Dès qu'il a entendu ça, des frissons ont parcouru le corps d'Henri. Et au même moment, il a entendu la voix du moine dans sa tête. « Sors de ce bâtiment tout de suite. Tu es en train de marcher vers l'entrée de l'enfer en suivant ce serpent. » Il aurait voulu sortir, mais il faisait tellement noir qu'il n'arrivait pas à se repérer. Il continuait d'entendre le moine dans sa tête. Et d'un coup, tout s'est illuminé. Henri avait l'impression de ne pas être dans le bâtiment, mais plutôt dans un espace entouré de veines rouges. De la chaleur irradiait de partout, lui donnant la sensation d'être dans un puits de feu. Il y avait un énorme trou dans le sol, et à l'intérieur se trouvait ce qui ressemblait aux intestins d'un gros monstre. Les intestins grouillaient, et plusieurs mains en sont soudainement sorties, attrapant Henri et essayant de le tirer. Il a lutté de toutes ses forces, mais la puissance des mains était telle qu'il glissait malgré tout vers le trou. Tout son corps glissait comme sur un toboggan. Paniqué, il a appelé le moine de toutes ses forces, tout en continuant de lutter pour retarder l'inévitable.
Au même moment, il a entendu la porte d'entrée claquer et la voix du moine retentit. Il était en train de réciter des sutras bouddhistes qui résonnaient très fort dans tout le bâtiment. Henri a entendu un cri et toutes les mains qui le tiraient ont brusquement disparu. Juste après, une odeur de pétales de lotus s'est répandue partout. Et alors que la chaleur se dissipait, le trou dans le sol s'est mis à rétrécir. Henri en est sorti, et au même moment, toutes les veines qui l'entouraient ainsi que le trou ont disparu. Ce n'est que là qu'il a pris conscience de la faiblesse de son corps, et il s'est évanoui. Quand il a repris connaissance, il se trouvait à l'intérieur d'un temple, et le moine récitait des prières près de lui. Il a dit à Henri qu'il s'en est fallu de peu, et de ne plus jamais refaire ça. Henri l'a remercié de lui avoir sauvé la vie, et l'a salué en partant. Depuis ce jour-là, il ne s'est plus jamais approché de ce bâtiment. Il a enfin compris où étaient parties toutes les personnes disparues. J'ai vécu cette expérience terrifiante quand j'avais 25 ans. J'étais allée chez mon amie Gavin avec Alexa, ma meilleure amie de l'époque, et son petit copain. Gavin était quelqu'un dont je venais à peine de faire la connaissance récemment. Après avoir bu et traîné un peu tous les quatre, Alexa et son copain sont allés dans une pièce différente pour se retrouver seuls. C'est à ce moment-là que Gavin m'a regardé intensément et m'a dit « Devrions-nous commencer notre amour ici ?» J'ai refusé parce que je n'étais pas prête à me lancer dans une relation à ce moment-là. Son expression a changé et il a lancé « Alors jouons à cache-cache ». J'étais un peu perplexe sur le moment, mais j'ai décidé d'accepter pour dissiper la gêne de mon refus. Je suis allée dans une chambre au hasard, puis j'ai entendu sa voix au loin. La limite de temps est de 20 minutes. Si je te trouve pendant ce temps, tu seras à moi. J'ai rampé sous le lit en gloussant. Quelques instants sont passés, et j'ai commencé à entendre quelque chose se casser à l'extérieur. Je me demandais ce qui se passait, mais j'ai décidé d'être patiente et d'attendre. C'est alors que j'ai entendu sa voix depuis le couloir. Tu dois bien te cacher, sinon ce n'est pas drôle. Puis j'ai entendu un fracas, et le bruit s'approchait de plus en plus. Ce n'était qu'un jeu, mais pourtant je me sentais devenir de plus en plus anxieuse. Au moment où j'ai envisagé de sortir, bang! Un marteau a soudainement fracassé la porte. J'ai presque crié de surprise, mais j'ai réussi à me contrôler en plaquant mes mains contre ma bouche. Gavin a ouvert la porte et est entré dans la pièce. Il respirait très fort et portait un énorme marteau. J'ai commencé à trembler. Est-ce qu'il me jouait un tour? Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Puis après un moment, il a fracassé une armoire de toutes ses forces. Il y a eu un gros bruit et la porte de l'armoire s'est ouverte sous le choc. Je l'ai entendu dire « Ah, elle n'est pas là? Dommage. Si elle avait été touchée, ça aurait été un joli coup. » J'ai enfin pris conscience de ce qui se passait en le voyant agiter son marteau. Ce n'était pas une blague, il était complètement fou. Son marteau toujours à la main, il a lentement déambulé dans la pièce. Je suis restée immobile sous le lit, l'observant me chercher avec sa respiration saccadée. Après un moment, il s'est tenu juste devant le lit. Mon cœur s'est presque arrêté. Il a soudainement pris une profonde inspiration et a dit à voix basse « Je peux entendre tes battements de cœur d'ici. » Il a retiré le matelas du lit, l'a jeté au loin, puis a frappé le cadre du lit avec son marteau. Le bois s'est déchiqueté et le marteau l'a traversé juste à côté de ma tête. Il a crié, me regardant à travers le trou qu'il venait de faire. J'ai raté mon coup. J'ai rampé hors de là en criant et je me suis enfuie en courant de la pièce. Gavin a levé son marteau et m'a pourchassé. J'ai couru hystériquement le long du couloir, puis j'ai glissé dans les escaliers. Il me suivait, non loin derrière moi. Puis, soudainement, l'alarme a retenti. Il s'est brusquement immobilisé, a regardé sa montre et a dit « Ah, le temps est écoulé. » Il est resté là sans bouger et a ajouté « Et si on faisait une autre partie? Il y a tellement d'endroits où se cacher chez moi. » Tout mon corps tremblait. Je lui ai dit que j'étais désolée mais que je devais rentrer chez moi. Il répétait que c'était tellement dommage. J'ai quitté sa maison, je suis montée dans ma voiture et au moment où j'ai démarré, j'ai entendu sa voix. « Une seule autre partie, s'il te plaît, je veux vraiment t'avoir. » J'ai démarré en trombe et j'ai immédiatement appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés chez Gavin, les policiers ont fait une découverte choquante. Dans la maison, Alexa et son copain ont été retrouvés morts, leur corps aplati l'un contre l'autre. Il s'est avéré que Gavin les avait frappés sans relâche avec son marteau. Gavin n'était nulle part en vue. Les policiers ont fouillé toute la maison et ils ont fini par le trouver caché dans un placard. Quand il a été repéré,
Il a sauté hors du placard en attaquant le policier avec son marteau. Un policier a été grièvement blessé. Quant à Gavin, il a été abattu sur place par la police, qui n'a pas eu d'autre choix. Cette histoire est arrivée à mon père, quand il vivait en Inde et qu'il avait à peu près 14 ans. Mon père habitait dans une région assez rurale, qui n'était pas loin de plusieurs bois et forêts. Sa maison, ainsi que celle de ses voisins, étaient plus ou moins connectées par un petit passage avec des portes, comme si vous entriez dans le jardin de quelqu'un par des portes arrière. Ses voisins et lui avaient tous des domestiques dans les maisons, qui s'occupaient des diverses tâches ménagères et de l'entretien des propriétés. Il y avait une fille en particulier, qui était toujours de bonne humeur, et venait tous les jours chez mon père pour traire les vaches et ramener du lait. Un jour, elle est entrée dans la maison d'une manière très étrange, comme si elle était épuisée. Elle s'est traînée à travers la porte avec une expression vide, boitant presque alors qu'elle s'affairait à ses tâches. Ma grand-mère a remarqué et lui a dit « Qu'est-ce que tu fais? Arrête de te comporter comme ça et va récupérer le lait. » Après cela, elle est retournée chez les voisins, de la même démarche traînante. Personne n'y a vraiment accordé d'attention. Puis, quelques instants plus tard, mon père a entendu des cris et des gens en train de s'exclamer « Venez vite !» Mon père et ses parents se sont précipités dans la maison du voisin et ils ont vu la fille par terre, tenue par 3 hommes adultes qui étaient également des domestiques de la maison. Ses bras et ses jambes bougeaient de manière erratique et elle tremblait violemment. Malgré la force de 3 hommes bien bâtis l'immobilisant, elle bougeait ses jambes et ses bras sans effort, comme si elle n'était pas restreinte du tout. Ma grand-mère a crié d'aller chercher un docteur spirituel, ce qui a beaucoup agacé mon père. Il leur a dit que la fille avait besoin d'un vrai médecin pour l'aider, parce qu'elle avait l'air d'avoir un gros problème de santé. Il lui fallait de vrais soins médicaux, pas de l'aide spirituelle. Mais personne ne l'a écouté, et après un quart d'heure, le docteur spirituel est arrivé. Pendant tout ce temps, la fille n'avait pas arrêté de trembler violemment et était toujours maintenue. Le docteur spirituel a examiné la situation, avant de s'avancer vers elle, de lui tenir les cheveux et de la gifler sur chaque joue. Mon père a failli se jeter sur le prétendu docteur, parce qu'il pensait qu'il ne faisait qu'empirer la situation pour la fille, qui souffrait déjà beaucoup. Mais à sa grande surprise, elle a arrêté de trembler. Toujours par terre, les yeux grands ouverts, elle est restée là, et le docteur spirituel, qui lui tenait toujours les cheveux, lui a dit « De quel arbre viens-tu » La fille n'a pas dit un mot, et le docteur a demandé à nouveau « De quel arbre viens-tu ? Si tu ne me réponds pas, je t'enfermerai dans cette bouteille. » Mon père était complètement perplexe face à ces questions, mais il n'a rien dit de plus. À ce moment-là, il y avait une foule d'une 30aine de personnes venant de tous les coins du quartier, rassemblées autour de la fille, essayant de comprendre ce qui se passait. La fille s'est alors dégagée de la poigne du docteur, s'est relevée et a commencé à marcher vers une des forêts qui entouraient le quartier. Elle a avancé jusqu'à un arbre en particulier, puis s'est écroulée au sol. Elle est revenue à elle tout de suite après, confuse, mais avec sa personnalité habituelle. Elle a demandé ce qui se passait et pourquoi tout le monde l'entourait comme ça. Le docteur spirituel lui a raconté ce qui était arrivé, et la fille, choquée, a raconté que sa mère lui avait rendu visite la nuit précédente. Sa mère était décédée depuis très longtemps, peu de temps après sa naissance, à cause d'un accident de train. On raconte que dans cette partie de l'Inde, les esprits habitent dans les figuiers des Banyans, et tous ne sont pas amicaux. Mon père raconte toujours que si cette histoire était une blague jouée par la fille, elle avait très bien joué parce qu'elle avait convaincu tous les gens du village. Mais si c'était bien la vérité, c'est que ce n'était pas sa mère qui lui avait rendu visite cette nuit-là. Salut, je suis une fan d'histoires d'horreur, j'en écoute tout le temps. Je les trouve à la fois fascinantes et terrifiantes. Mais je n'aurais jamais imaginé que je ferais l'expérience de quelque chose d'aussi horrible que les histoires que j'écoute. Voici mon histoire. Je suis une fille qui habite dans une province aux Philippines. Et ici, les gens sont très superstitieux, surtout les personnes âgées. Je ne crois personnellement pas à ces superstitions, mais je ne me serais jamais attendue à ce que ces croyances finissent par me sauver la vie. C'est arrivé il y a 2 mois, quand j'ai été embauchée comme tutrice, pour une fillette qui habitait dans le même quartier que moi. Le salaire était très chouette, et la famille aussi. Cela faisait 3 semaines que j'avais commencé à être la tutrice de maths de l'enfant, et j'étais en route vers chez eux, quand j'ai remarqué que les gens me regardaient bizarrement, comme s'ils avaient vu un fantôme ou quelque chose comme ça. Je n'y ai pas prêté attention,
et j'ai continué mon chemin jusqu'à chez mon élève. J'ai frappé à la porte et j'ai souri à la mère quand elle a ouvert. Elle m'a souri en retour, mais son sourire a aussitôt disparu et elle m'a regardé de la même manière que les gens dans la rue. Je me suis demandé si j'avais raté mon maquillage ou quelque chose comme ça, et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Mais elle est juste restée debout là en silence. Le silence gênant a été interrompu par la voix joyeuse de mon élève, qui criait mon nom et courait vers moi. J'étais toujours heureuse de la voir, parce qu'elle semblait m'adorer. Mais là, elle s'est arrêtée à mi-chemin et s'est mise à pleurer. Sa mère est soudainement revenue à la réalité et a dit « Peut-être qu'elle est juste fatiguée. Tu n'as qu'à t'installer dans le salon pendant que je prépare le dîner. » J'étais complètement perplexe, mais je me suis malgré tout assise dans le salon. C'est là que j'ai entendu mon élève crier « Mais pourquoi ma tutrice n'a plus de tête ?» Dire que j'étais choquée est un euphémisme. Mais l'incident a pris une tournure encore plus glauque, quand le père s'est approché de moi, paraissant effrayé aussi, et m'a dit « Je crois que tu devrais rentrer chez toi pour le moment. Mais rappelle-toi que si tu arrives chez toi, tu dois brûler tous les vêtements que tu portais aujourd'hui. » Ça n'avait aucun sens, mais j'ai tout de même hoché la tête et je suis rentrée chez moi. Une fois arrivée, ces incidents bizarres tournaient en boucle dans ma tête, et j'ai fini par en parler à mes parents. Mes parents, qui n'ont jamais été superstitieux pour 2 sous, se sont immédiatement levés et ont commencé à prier. Ils m'ont aussi dit de brûler tous mes vêtements de ce jour-là, immédiatement. Leur réaction m'a fait si peur que j'ai obéi sans discuter, et j'ai brûlé tous mes vêtements de la journée cette nuit-là. Alors qu'ils brûlaient, une odeur bizarre s'est élevée, me donnant envie de vomir. J'ai demandé à mon frère de surveiller mes vêtements au feu pendant que j'allais me chercher à boire. Mais sur le chemin, je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, plusieurs heures étaient passées. J'ai demandé à ma mère ce qui s'était passé, et elle m'a dit qu'il m'avait emmenée à l'hôpital quand je me suis évanouie, mais que je n'avais a priori rien de grave. Puisque je n'avais pas pu me réveiller à temps, mes parents ont informé les parents de mon élève que j'allais être absente parce que j'étais malade. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a profondément choquée. En écoutant la radio, nous avons appris qu'il y avait eu des coups de feu dans la rue, à précisément 8h30 du matin. Heureusement, personne n'a été blessé parce que personne n'était dans la rue en question à ce moment-là. Mais cette rue était celle que j'empruntais chaque matin à 8h30 pile pour aller chez mon élève. C'est là que j'ai réalisé que la raison pour laquelle mon élève m'avait vue sans tête était parce que j'étais menacée par cet accident. Et si je n'avais pas brûlé mes vêtements, j'aurais été une victime de ces coups de feu. Aux Philippines, si les gens vous voient sans tête, il est recommandé de brûler les vêtements de la journée pour rester en sécurité. Arlo est un jeune homme de 25 ans habitant en Australie, et cette histoire lui est arrivée quand il avait 13 ans. Arlo avait vécu toute sa vie dans la même maison, que ses parents avaient achetée et aménagée avant sa naissance et celle de sa sœur. Quand ils y ont emménagé, il y avait une énorme tapisserie représentant la scène de Léonard de Vinci, accrochée sur le mur du couloir. Ses parents ont trouvé ça étrange, parce que les anciens propriétaires avaient enlevé tous leurs meubles et décorations pour les emmener avec eux. Comme la tapisserie couvrait une grande surface vide du mur, ils ont décidé de la laisser là. Pour contexte, la porte de la chambre d'Arlo était juste en face de la tapisserie dans le couloir. Et donc, à chaque fois que sa porte était ouverte et qu'il était allongé sur son lit, il pouvait la voir entièrement à travers sa porte. Quand il était petit, il avait l'habitude de toujours dormir à la porte ouverte. Et pour une raison qui lui échappait, il avait toujours trouvé la tapisserie sinistre. Il détestait la regarder à travers sa porte, surtout la nuit. Au fil des années, il a fini par s'y habituer. Et quand il a eu 13 ans, ses parents ont décidé de lui acheter un lit double. Il était ravi à cette idée. Et bientôt, il s'est habitué à son nouveau lit également. Il dormait toujours dans la même position, du côté gauche du lit, faisant face au mur de sa chambre. Environ 1 an plus tard, son père a décidé de repeindre le couloir d'une couleur différente. Et pour ça, il a dû décrocher la tapisserie. Ses parents se sont rendus compte qu'ils préféraient largement le couloir sans elle, et ont donc décidé de ne pas la remettre. Quelques nuits après l'avoir décrochée, Arlo a fait un horrible cauchemar. Dans ce cauchemar, il était allongé sur son lit, dans la même position que quand il se couchait. Il a alors levé le regard, et là, se trouvait une créature noire à l'apparence démoniaque, en train de grimper sur le mur à sa droite. La chose a tourné la tête, et il a regardé de haut allongé sur le lit, et tétanisé par la peur. Elle avait une peau noire, écailleuse, et une longue queue pointue. Ses yeux étaient complètement noirs avec une fente rouge, comme les pupilles des chèvres. La créature a ouvert la bouche, et a lancé un cri perçant qui a révélé ses dents pointues et acérées.
Arlo s'est réveillé à ce moment-là. Son cœur battait la chamade et il était couvert de sueur. Il s'est rendu compte qu'il était du côté droit du lit, faisant face au mur où le démon était en train de grimper dans son cauchemar. Il a instantanément paniqué, parce qu'il dormait toujours du côté gauche de son lit, et faisant face au mur opposé. Il a fini par se calmer au bout d'un moment, suffisamment pour se rendormir. Mais chaque nuit pendant tout le mois qui a suivi, il a fait le même cauchemar, encore et encore. Il n'arrêtait pas de se réveiller faisant face au mauvais mur, du mauvais côté du lit. Et chaque nuit, c'était de plus en plus difficile pour lui de se réveiller pour se sortir du cauchemar. C'est arrivé au point où Arlo avait peur de s'endormir, parce qu'il s'inquiétait qu'une de ces nuits, il se découvre incapable de se réveiller. Et il ne voulait vraiment pas découvrir ce qui lui arriverait s'il ne pouvait pas se réveiller. Plusieurs nuits sont passées où il ne dormait qu'1 ou 2 heures. Et au bout d'un moment, il a arrêté de dormir tout court. Le temps est passé et finalement, les cauchemars se sont arrêtés. Lorsqu'il y repense, il se pose une question. Pourquoi les précédents propriétaires de leur maison ont accroché cette tapisserie, puis ont décidé de la laisser là en partant? Peut-être qu'ils l'ont accrochée pour une raison bien précise. Et si c'était une sorte de protection contre la créature démoniaque? Arlo n'est pas religieux, mais peut-être qu'ils ont cru que cette représentation de Jésus dans la tapisserie les protégerait et garderait le démon à distance. Tout ce qu'il sait, c'est que peu après qu'elle a été décrochée, les cauchemars ont commencé. Plus d'1 décennie est passée depuis, mais Arlo a toujours des frissons quand il repense à ses cauchemars. Il arrive toujours à voir cette affreuse créature si clairement dans son esprit. Il espère de tout cœur ne plus jamais la revoir en vrai. Je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans, et je vis dans un petit village en Inde. Voici mon histoire. J'habite avec ma mère et mon grand frère, qui a 24 ans. Nous avons récemment déménagé de la ville pour nous installer dans un village rural, pour être plus proche de notre famille. Mon frère et moi étions très excités par ce déménagement, parce que nous adorons ce village. Un jour, nous avons décidé tous les 3 de rendre visite à mon oncle et sa famille. Sa maison était située au milieu d'une forêt, à environ 20 km de chez nous. Lorsque nous sommes arrivés, nous étions tous très heureux de les revoir, mon oncle, ma tante et mon cousin de 10 ans. Nous avons eu un merveilleux dîner, puis nous nous sommes relaxés en regardant la télé. Après un moment, j'ai commencé à sentir le sommeil me gagner. Juste au moment où je me demandais si je devais aller au lit, j'ai reçu un appel. Comme la télé et ma famille faisaient beaucoup de bruit, j'ai décidé de monter à l'étage de la maison pour répondre, là où ce serait plus calme. Je suis entrée dans une des chambres d'amis et j'ai décroché. En saluant l'ami qui venait de m'appeler, je me suis avancée vers la fenêtre et j'ai admiré la forêt qui s'étendait à perte de vue. C'est là que j'ai vu une scène surréaliste. J'ai laissé échapper un hoquet de stupeur en voyant 4 hommes creusant un trou dans le sol, de la forme d'une tombe. Je me suis rapidement cachée derrière les rideaux de la fenêtre, le téléphone toujours collé à mon oreille, et j'ai dit à mon ami d'attendre 1 seconde. J'ai lentement sorti la tête de derrière le rideau et j'ai observé les hommes. Ils étaient à environ 50 mètres de la maison de mon oncle. À côté de la supposée tombe, j'ai vu un homme étendu sur le sol. Il était ligoté avec des cordes autour de ses bras et de ses jambes, et sa bouche était couverte de scotch. De ce que je pouvais voir, il semblait vivant. La fenêtre était ouverte, et j'arrivais à discerner ses cris étouffés au loin. J'ai raccroché, et je me suis accroupie pour avoir une meilleure vue de sous la fenêtre. Il n'y avait pas qu'une seule victime, mais 2. Il y avait également une femme étendue au sol. Tout comme l'homme, elle était ligotée avec des cordes et bâillonnée avec de l'adhésif. On aurait dit un couple. Puis un autre homme est apparu. Il était bien bâti même s'il semblait petit de taille, avec des cheveux noirs brillants. Il portait tellement de bijoux, de bracelets et de chaînes qu'il ne faisait aucun doute dans mon esprit que c'était leur chef. Il s'est approché du groupe et a dit quelque chose. Les hommes ont alors soulevé les 2 personnes ligotées et les ont mises dans la tombe. Puis ils ont commencé à remplir le trou avec de la terre. Je ne pouvais plus en regarder davantage. Mes yeux se sont embrumés de larmes, et j'ai immédiatement couru en bas pour prévenir ma famille de ce qui se passait. Ma mère a appelé la police. Les policiers sont arrivés juste à temps pour arrêter les criminels, et ont secouru le couple avant qu'il soit complètement enterré. Les 2 ont heureusement survécu, et tous les 5 hommes ont fini en prison. J'ai appris par la suite ce qui s'était passé cette nuit-là. La fille, c'était la fille du leader. Apparemment, elle était tombée amoureuse de quelqu'un qui était considéré comme indigne d'elle. Quelqu'un qu'elle n'aurait jamais été autorisée à épouser, parce qu'il aurait baissé le statut de sa famille. La scène glaçante à laquelle j'avais assisté, c'était la tentative du père d'assassiner sa propre fille. Un concept terrifiant, appelé un crime d'honneur.
Il y avait une certaine allée par laquelle Ted passait tous les jours. Elle était tellement sombre et étroite que très peu de personnes s'y aventuraient. Mais c'était un raccourci, donc Ted la prenait toujours malgré tout. Un jour, il était en train de la traverser et il a aperçu un homme devant lui, accroupi dans un coin en train de manger quelque chose. Ted a eu une étrange sensation. Il lui a jeté un coup d'œil prudent avant d'accélérer le pas. L'homme tenait un sac rouge. Il a versé du ketchup à l'intérieur, avant de mettre sa tête dedans pour manger le contenu. Il en pleurait de joie, murmurant à quel point c'était délicieux. Ted a trouvé toute la scène très étrange, alors il s'est dépêché de sortir de l'allée. Mais au même moment, il a entendu un horrible cri venant de la rue plus loin. Il s'est dirigé vers la source de l'agitation, et il a vu quelqu'un étendu au sol, avec plusieurs personnes autour de lui en train de crier. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais en regardant plus attentivement la personne par terre, le même cri de terreur lui a échappé sans même qu'il le réalise. C'était un homme, mort, tenant sa tête. Ses deux yeux étaient ouverts, et il y avait de grandes lacérations à l'arrière de son crâne. À côté de lui se trouvait une carte avec le chiffre 9 écrit dessus. Ted a entendu quelqu'un parler à la police d'une voix tremblante, pendant que les autres pleuraient ou juraient. La police est arrivée quelques instants plus tard et s'est mise au travail. Le policier qui examinait le corps a soudainement juré et s'est exclamé d'une voix forte. « Mais ce corps n'a plus de cerveau !» L'agitation autour de la scène s'est amplifiée. La police a demandé aux gens autour s'il y avait des témoins de ce qui s'était passé, mais il n'y en avait aucun. Ted s'est souvenu de l'homme dans l'allée et a informé les policiers. Quand ils y sont allés, l'homme était déjà parti et Ted ne l'a plus croisé ou entendu parler de lui. Jusqu'à une nuit. Ted marchait dans l'allée comme d'habitude. Il n'y avait personne autour, juste des rats qui fuyaient. Quand, soudainement, il a remarqué quelqu'un devant lui. C'était un homme. Il a jeté un regard furieux à Ted et s'est mis à fouiller agressivement dans son sac. Ted a eu un mauvais pressentiment et était sur le point de faire demi-tour. Quand, brusquement, il a entendu quelqu'un courir derrière lui. Il s'est retourné juste à temps pour voir un homme foncer vers lui, une hache à la main. Ted a hurlé et s'est mis à courir. L'homme criait en le poursuivant. « Je veux manger !» Ted est sorti de l'allée en appelant à l'aide. Les passants l'ont regardé avec surprise, et quand il s'est retourné, l'homme avait disparu. Depuis cette nuit-là, il n'a plus remis les pieds dans cette allée. Plusieurs mois sont passés sans incident, et sa peur s'est petit à petit dissipée. Puis un jour, alors qu'il passait à côté de l'allée, il a entendu une voix d'homme venant de l'intérieur. « J'ai entendu dire qu'il y avait une rumeur à propos de quelqu'un qui mange des cerveaux dernièrement. Veux-tu que je te dise la vérité à ce sujet ?» L'homme portait des gants aux deux mains et tenait un sac rouge. C'est à ce moment-là que Ted a compris qui était l'homme. Il lui a crié de lui dire tout de suite ce qu'il y avait dans son sac. Et l'homme a éclaté de rire avant de répondre. « C'en est un tout frais que je viens de récolter. C'est tellement difficile d'en avoir en ce moment, parce qu'il y a trop de caméras et de policiers. Mais heureusement, j'ai trouvé quelqu'un de bourré dormant dans la rue, et j'en ai immédiatement profité. Une fois que l'odeur d'alcool sera partie, il sera délicieux. » Puis il a sorti quelque chose de son sac. C'était une petite hache. « Mais j'avoue que tu as l'air meilleur. Reste tranquille pendant 5 secondes. Il faut beaucoup de concentration pour toucher la tête au bon endroit. » Il a visé la tête de Ted avec la hache comme s'il allait lancer une fléchette. Terrifié, Ted s'est enfui, et la hache l'a frôlé de suffisamment près pour qu'elle touche ses cheveux. Elle a cogné le mur avec un grand bruit. Ted a continué à courir sans s'arrêter. Il a regardé derrière lui pendant une seconde, et l'a vu en train de manger quelque chose dans le sac, tout en le saluant de la main. Ted a immédiatement prévenu la police. Quand ils sont arrivés sur les lieux, l'homme avait déjà disparu. Il y avait une nouvelle carte au sol, avec le chiffre 8 écrit dessus. Le lendemain, un autre corps au cerveau manquant a été trouvé près de l'allée, et la police a lancé une enquête de grande envergure. Après quelques mois, Ted a entendu dire qu'il avait été arrêté. Le meurtrier a raconté à la police qu'il avait mangé les cerveaux de 9 personnes, mais seulement 2 corps ont été retrouvés par la police. Donc quand la police lui a demandé où étaient les 7 corps restants, il a dit « Eh bien, qu'est-ce que j'en sais moi, d'où vont les déchets? Qu'est-ce que vous ferez avec les coquilles quand vous les aurez retrouvées ?» Les enquêteurs ont continué de l'interroger sans relâche. Mais l'homme répétait qu'il n'en savait rien. Puis, quand ils lui ont demandé ce que signifiaient les cartes qui étaient laissées près des corps, il a répondu « Des notes. J'étais à la recherche d'un goût de 10 sur 10, mais je ne l'ai pas encore trouvé. » Il s'est mis à crier aux enquêteurs de le laisser partir, qu'il ne pouvait pas aller en prison tant qu'il n'avait pas trouvé un 10. Il a été condamné à la perpétuité. Mais malgré cela, Ted n'a plus jamais osé s'approcher de cette allée.
Andy est un homme qui travaille dans les égouts. Le jour de cette histoire, il était au milieu de réparations qu'il avait à faire, quand il a soudainement entendu quelque chose sortir rapidement de l'eau. Il a tourné la tête pour découvrir que quelque chose rampait droit sur lui dans le noir. Au début, il a pensé qu'un de ses collègues lui jouait un tour, mais les mouvements étaient tellement bizarres. La chose, lentement révélée dans la pénombre, était une créature qui avait de nombreuses jambes attachées à un corps humain et rampait de manière sinistre dans l'eau. Andy a hurlé et s'est jeté sur l'échelle pour s'enfuir, pendant que la chose le regardait d'en dessous. Il a appelé la police dès qu'il est arrivé à la surface. Les policiers sont venus et ont fouillé les égouts, mais n'ont trouvé aucune trace de la mystérieuse créature. La rumeur dit qu'il y avait un docteur fou dans la ville d'Andy. C'était un scientifique obsédé par la recherche, et se serait mis un moment à ramper sur ses 4 membres comme un insecte. Ce docteur avait disparu du jour au lendemain. Andy s'est dit que c'était peut-être lui qui l'avait croisé dans les égouts, mais il savait pertinemment que personne ne le croirait s'il racontait cette histoire. Il n'a pas pu résister à l'appel de la curiosité. Après quelque temps, il est redescendu dans les égouts. Il a marché pendant un long moment dans les profondeurs et a soudainement entendu un bruit faible. Il a eu un pressentiment. Il a sorti le taser qu'il avait emmené avec lui. Et finalement, la chose s'est montrée dans le noir. Elle a rampé vers lui avec ses jambes à la manière d'un mille-pattes. Andy n'a pas eu le temps de réagir. Le monstre a attrapé sa jambe et il a traîné à une vitesse incroyable. Il était traîné frénétiquement, mais a quand même réussi à sortir le taser et à l'utiliser sur le monstre, qui s'est écroulé en hurlant. Son visage était encore plus hideux de près. C'était définitivement un visage humain, mais sa peau était verdâtre et striée de veines noires. Andy lui a demandé qui il était, mais le monstre continuait d'essayer de le traîner sans répondre. Andy a fini par le mettre hors d'état de nuire avec son taser et a appelé la police. Les policiers l'ont arrêté et ont confirmé qu'étonnamment, c'était bien le docteur porté disparu. Et encore plus choquant, les jambes qui étaient attachées à son corps étaient bien des jambes humaines, arrachées à des victimes. Quand il est revenu à lui, il se comportait encore bizarrement et refusait de manger. Il a refusé de répondre à la police, quelles que soient les questions posées. Faute de savoir quoi faire, la police l'a relâché dans les égouts. Il est retourné se cacher dans sa tanière. La police l'a suivi, et dans son abri, ils ont retrouvé d'innombrables squelettes. Aucun n'avait de jambes. Ils ont également trouvé tout un tas d'instruments chirurgicaux. Au bout du compte, la police l'a arrêté à nouveau, mais il a refusé de se nourrir jusqu'au bout, finissant par mourir peu de temps après. Il s'est avéré qu'il n'est pas mort de faim, mais d'une infection causée par les jambes pourrissantes. Andy se demande ce qui a bien pu lui arriver. Il n'oubliera jamais cette créature, qui a laissé tant de questions sans réponse derrière elle. Cette histoire nous vient de Spencer, qui veut partager l'expérience terrifiante qu'il a vécue il y a 4 mois. Ce jour-là, il était chez lui comme d'habitude, avec sa famille. Il était en train d'étudier, et lorsqu'il a terminé, il a décidé d'aller prendre une douche. Pendant qu'il était sous la douche, sa famille a emmené leur chat chez le vétérinaire, en oubliant de le prévenir. Spencer ne les a pas entendus partir du tout, donc il ne savait pas qu'il était seul chez eux. Pendant qu'il était sous la douche, il y a eu une panne de courant. Il n'était qu'à moitié surpris, parce que la semaine d'avant, sa mère a dit qu'il y avait un problème avec l'électricité, et qu'elle ferait réparer ça rapidement. Il est sorti de la douche, et est allé dans le salon, où sa famille se réunissait en général pour papoter et regarder la télé. Il ne pouvait pas voir grand-chose dans le noir, mais il a malgré tout clairement aperçu 4 silhouettes assises sur le canapé. Spencer leur a parlé comme si c'était sa famille, se plaignant de la coupure de courant, mais personne n'a répondu. Il les entendait respirer pourtant, donc il était certain qu'ils étaient bien là. Il a dit à sa sœur de se pousser un peu pour lui faire de la place, mais toujours aucune réponse. Spencer a fini par s'agacer de leur attitude et a décidé de pousser lui-même sa sœur. Mais dès qu'il a touché la silhouette, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien que de l'air. Il s'est arrêté pendant une seconde. Il était choqué. Il a couru chercher son téléphone et a allumé le flash. C'est là qu'il a réalisé qu'il était seul dans la maison. Il a appelé ses parents, qui lui ont dit qu'ils étaient sur le retour et arriveraient bientôt. Cette nuit-là, quand il est allé dans sa chambre pour se coucher, il a vu que sa couette avait une bosse de forme humaine, comme si quelqu'un se cachait dessous. Il a dit à sa sœur d'arrêter ses bêtises et de sortir, mais aucune réponse. Il s'est énervé et a retiré la couette lui-même. Il n'y avait personne dessous. Il a essayé de lui redonner la même forme pour se prouver qu'il y avait une explication rationnelle, mais la couette était bien trop molle pour tenir comme ça.
Spencer n'avait aucune idée de ce qu'était cette chose qu'il avait vue ce soir-là. Il n'a toujours trouvé aucune explication. Quand Léo était à l'université, il avait un ami très étrange. Ces derniers temps, c'est plus un ennemi qu'un ami. Appelons-le Kevin. Kevin était un fanatique de scorpions. Il en était obsédé. Il ne portait que des vêtements avec des scorpions dessus, de la tête aux pieds. Il a avoué qu'il gardait toutes sortes de scorpions dans sa maison et ramenait souvent des scorpions vivants en cours pour surprendre ses amis. Un jour, Léo a décidé de lui rendre visite avec quelques amis pour traîner ensemble. Mais cette visite était le début d'un désastre. Lorsqu'ils sont arrivés chez lui, ils ont été très surpris. Sa maison était très grande et il vivait seul. Il y avait d'innombrables terrariums remplis de scorpions. Les amis, fascinés, ont observé les scorpions de toute taille et couleur pendant un moment. Puis Kevin leur a demandé ce qu'ils voulaient manger. Se sentant d'humeur taquine, Léo a répondu en souriant « Je veux manger des scorpions ». Tout le monde a éclaté de rire, et Kevin aussi a souri largement. Ils ont finalement décidé de commander des pizzas. Et après avoir mangé et joué un peu à des jeux vidéo, les amis se sont levés pour rentrer chez eux. Alors qu'ils sortaient de la maison, Kevin a attrapé l'épaule de Léo et lui a demandé de rester un peu plus longtemps. Léo a accepté et ses amis sont partis sans lui. À peine 1 minute après, sa vue s'est obscurcie et il s'est écroulé. Lorsqu'il a rouvert les yeux, il a découvert que ses mains et pieds étaient ligotés et qu'il se trouvait dans une pièce fermée. Il a crié aussi fort qu'il l'a pu et après quelques instants, Kevin est arrivé en courant. Léo a juré et s'est agité, lui demandant ce qu'il fabriquait, et Kevin a répondu « Mes enfants sont tellement en colère à cause de ce que tu as dit tout à l'heure que leur dard est levé. Regarde !» Il s'est mis à ramener ses terrariums pleins de scorpions pour les mettre devant Léo. Bientôt, des douzaines de scorpions grouillaient juste à côté de lui. Kevin a dit « Tu es mon ami, donc je ne vais te piquer que 3 fois. Choisis 3 de ces scorpions. Parmi mes enfants, certains sont très venimeux, et d'autres seulement un peu. Essaye de deviner lequel a le poison le plus faible. » Léo s'est senti pâlir, et lui a crié qu'il allait tuer tous ces scorpions. Mais Kevin en a pris un et a dit « Avant ça, essaye de savoir quels scorpions sont les moins venimeux. » Le scorpion a essayé de piquer Léo juste devant ses yeux, et tout son corps s'est instantanément couvert de sueur à cause d'une peur extrême. Il a essayé de raisonner Kevin, mais ce dernier ne voulait rien entendre. Et lui a dit que s'il ne choisissait pas ses scorpions dans la minute qui suivait, il le ferait lui-même. Léo a fini par en choisir un. Kevin a pris le scorpion et l'a placé à côté de la main attachée de Léo. Le scorpion l'a immédiatement piqué avec son dard, et instantanément, une douleur insoutenable l'a submergé. Il a hurlé d'agonie. Kevin a dit avec un sourire « C'était un bon choix. Cet enfant est venimeux, mais pas mortel. Commencez. Ce n'est que le premier round. Tu vas survivre, hein ?» Léo a hurlé. Kevin a vérifié son pouls et lui a ordonné de choisir le 2e scorpion. Léo a hésité, mais Kevin l'a de nouveau menacé en tenant un scorpion juste en face de lui, et il a fini par céder à en choisir un. Lorsque ce scorpion lui a piqué la main, il a ressenti une douleur encore plus forte que la précédente, au point d'en avoir le souffle coupé. Il a hurlé à l'aide. Kevin a examiné ses pupilles, puis a dit « Tu es toujours là, mais l'enfant que tu as choisi est très venimeux. C'est tellement excitant de voir des gens se faire empoisonner en direct sous ses yeux. Tiens bon s'il te plaît, ne meurs pas, il reste encore un round. » Léo a essayé de crier qu'il ne pouvait plus respirer, mais Kevin s'est contenté d'éclater de rire. Léo l'a supplié de le sauver et il a répondu « Quel dommage, mais je ne peux pas m'en empêcher. Il y a encore un scorpion à choisir, donc fais très attention à ton choix. » Léo a choisi le dernier scorpion, et encore une fois, il s'est fait piquer. Bien qu'il ait eu mal, il n'y a eu aucun autre symptôme sérieux. « Tu viens de choisir un enfant pas très venimeux, tu as eu de la chance. » Kevin a applaudi avant de sortir de la pièce, et Léo s'est évanoui. Quand il a repris connaissance, des heures étaient passées. Kevin était assis en face de lui. Il lui a tendu une liasse de billets et a dit « Voici 1 000 $. C'est ma façon de te remercier pour le spectacle très divertissant d'aujourd'hui. Ne pense même pas appeler la police. Je leur dirai juste que tu as été piqué en touchant un scorpion de ton plein gré. » Léo a hoché la tête, faisant semblant de coopérer. Kevin a conclu avec joie. « Super alors. Je pense que la colère de mes enfants s'est calmée à présent. » Puis il l'a relâché, et Léo est allé droit à l'hôpital. Il s'en est sorti après plusieurs traitements. Quelques jours plus tard, il ne pouvait plus retenir sa colère,
et a décidé de se venger de Kevin. Donc il l'a contacté et lui a demandé de refaire le spectacle encore une fois. Kevin a accepté avec plaisir et l'a de nouveau invité. Léo est donc allé chez lui, a frappé à la porte, et dès qu'il lui a ouvert, il l'a frappé au visage de toutes ses forces. Il est tombé à la renverse et a rampé vers les terrariums des scorpions. Mais Léo l'a poursuivi et l'a battu comme jamais. Kevin était tellement frappé de stupeur qu'il n'arrivait même pas à se relever. Léo est allé chercher un couteau dans la cuisine et a tué tous les scorpions, faisant éclater Kevin en sanglots. Puis il est rentré chez lui, satisfait. Après cela, Kevin n'est plus retourné à l'université et plus personne n'a eu de ses nouvelles. Léo ne sait pas ce qu'il devient, mais il espère de tout cœur ne plus jamais le revoir.